IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va essayer de fusionner ce soir, fusionner entre le bouddhisme et le chamanisme, un cœur à cœur spirituel avec Laurent Hugeli. Hugeli, bonsoir Laurent, on dit Hugeli ou Hugelite, puisqu'il y a un T à la fin. Bonsoir Joël, alors, et bonsoir à toutes et à tous. Selon où on se trouve géographiquement, on dit Ugly, plutôt dans le nord. Ensuite, plus on descend, c'est Ugly, et si on est dans le sud-ouest, c'est Ugelite. Donc ça dépend un petit peu, quoi. Et moi, je m'adapte au fur et à mesure. Mais la version officielle dans ma région d'origine, c'est Ugly, tout simplement. Ouais. Donc voilà, Laurent Hugeli, praticien chamanique et méditant bouddhiste, qui enseigne les techniques du chamanisme au tambour dans le cadre de la Fondation for Shamanic Studies, FSS, créée par l'anthropologue Michael Arner. Non, nous y reviendrons peut-être au courant de cette émission. Il a été formé aussi aux traditions de différentes cultures comme aux techniques modernes développées en Occident. Il a fondé l'Outre-Monde, un centre de pratique chamanique. Laurence Huglit, vous êtes passionné de nature, de randonnée, de jardinage et vous collectionnez des livres sur les plantes et les traditions spirituelles et vous vous intéressez à tout ce qui touche aux grandes questions existentielles. Pourquoi? Comment? Vous êtes né en avril 76 en Suisse et vous avez fait des études de lettres avant de vous consacrer à la spiritualité, à l'écriture et à l'enseignement. Et là, vous venez de publier un livre aux éditions Mama Édition Fusion. C'est pas le premier livre, hein. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Mère. Vous en avez écrit Les d'autres. 8 circuits de conscience, ouais. Et également avec le docteur Olivier Chambon, Le chaman et le psy, c'est un livre qui va fêter ses 12 ans en 2022. Donc oui, il y a eu quelques livres, effectivement, sur le chemin. Est-ce que vous êtes un body shaman comme Comme je l'explique dans le livre, ouais. bah, j'y travaille tous les jours. C'est-à-dire à être à la fois, comment dire, un pied dans le chamanisme et un pied dans le bouddhisme et à avancer sur cette voie. Et en fait, c'est un jeu de mots que j'ai utilisé dans le livre Body Shaman pour faire fusionner justement le bodhisattva, qui est en fait un être qui se consacre à alléger la souffrance des autres. Voilà, c'est un bodhisattva et le chaman, voilà, tout simplement, qui a le même rôle en fait. Donc, body shaman, c'est une manière aussi de fusionner ces deux concepts ou ces deux voies en un seul mot. Mais est-ce que j'en suis un? J'en serai peut-être un quand j'aurai 99 ans et que je recevrai ma petite médaille de body shaman. Pour l'instant, je suis en chemin encore et j'apprends beaucoup de choses tous les jours. Ouais. En tous les cas, vous êtes drôle. Je m'attendais à quelqu'un de sérieux. Merci. Quand on lit votre livre, c'est quand même assez sérieux. On se dit qu'il y a beaucoup de pratiques. Il y a des diètes, il y a des jours de zen, 10 jours de zen, c'est ça? Ça me semblait un peu dur, mais non, quand je vous vois, je me dis que vous n'avez pas l'air d'être un ascète rigoureux, complètement desséché. Non, mais je crois justement que c'est l'amour de la nature qui m'a sauvé. L'amour de la nature et aussi l'amour de ma compagne Angéline qui est à mes côtés et qui corrige au jour le jour mon côté ascétique justement. Et pour l'aspect humour, ça me fait plaisir que vous le releviez, Joël, parce que ça m'a aussi attiré des problèmes, le fait d'avoir beaucoup d'humour dans ce milieu spirituel qui est parfois un milieu très sérieux où on se prend beaucoup au sérieux. Et pour moi, le fait de me marrer, le fait d'être détendu du genou, comme j'aime bien dire, c'est très important aussi. C'est aussi, d'une certaine manière, une marque de maturation sur le chemin, le fait qu'on puisse en rire, le fait que ça puisse être léger aussi, quoi. Parce qu'effectivement, les concepts et la voie spirituelle en soi, elle a un côté un petit peu, c'est très profond, c'est très rigoureux, etc. Mais bon, après, au jour le jour, moi, je me fais rire moi-même, hein, c'est déjà un bon départ, quoi. Ouais, en général, on rigole pas, hein, c'est quelque chose de sérieux. Et là, sauf qu'on sait que les Bouddhas, on les voit, ils sont gros, ils sont assis, ils rigolent tout le temps. On ne peut pas dire qu'un Bouddha, quand on le regarde, il a l'air de s'ennuyer. Alors, 25 siècles hein, de bouddhisme. En Inde, on disait qu'il reviendrait 25 siècles plus tard. Si ça vous dit rien ce que je suis en train de vous dire là? Ça me dit complètement et je sais déjà quoi vous répondre, en fait. Alors, allez-y. Alors, Pour la me lancer. question, c'est 25 siècles. Il est dit, je crois que c'est au Tibet, non, c'est pas au Tibet, c'est en Inde, que les enseignements reviendraient 25 siècles plus tard. Et je pense que on est en plein dedans, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est une sorte de prophétie, en fait, bouddhiste. Il y a aussi le Bouddha lui-même a dit que ses enseignements se perdraient au fil du temps. Lui, il avait donné à peu près 500 ans pour la version courte, 1000 ans pour la version longue, 1000 ans pour que ses enseignements se perdent. Et il serait ensuite redécouvert 25 siècles après sa mort, c'est-à-dire en ce moment.
Et comme je l'explique dans le livre, ça correspond le 20e siècle, donc le siècle passé, il y a eu le retour du bouddhisme tibétain en Inde, c'est-à-dire que l'enseignement du Bouddha est revenu en Inde suite aux événements politiques entre le Tibet et la Chine. Donc le Dalai Lama est parti en Inde se réfugier. Donc ça, c'est un premier retour déjà dans son pays d'origine du dharma bouddhiste. Et il y a également Satyanarayan Goenka, qui est un de mes enseignants, qui est un maître de méditation, qui est décédé maintenant et qui a ramené aussi le bouddhisme historique, c'est-à-dire le plus ancien bouddhisme, le bouddhisme Theravada en Inde, également au XXe siècle. Donc il y a eu plusieurs retours du bouddhisme qui s'est éparpillé pendant 25 siècles dans toute l'Asie. Et il y a eu cette espèce de coïncidence incroyable que le siècle passé, les deux principales traditions, en tout cas les deux plus connues, on va dire, sont revenues en Inde. L'Inde, c'est le pays du Bouddha, et donc la prophétie a d'une certaine manière été complétée de cette manière-là. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi je pense qu'effectivement, il y a un retour des enseignements qui est très fort en ce moment, et ça correspond effectivement à ces 25 siècles. Vous avez rencontré, non, vous n'avez pas rencontré celui qui vous a inspiré pour écrire ce livre, mais aussi d'autres esprits, c'est Sangha Manta Bouddha, c'est ça? Sangye Menla, oui, c'est un Bouddha, oui, c'est un Bouddha tibétain. De la médecine. Exactement, c'est le Bouddha de la guérison, le Bouddha guérisseur, le Bouddha de la médecine. Et c'est lui que j'appelle Body Shaman justement dans le livre, parce que c'est lui qui représente, à mon avis, ce qui ressemble le plus au chamanisme dans le bouddhisme actuel. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré parce que ma compagne Angéline m'a offert un tableau traditionnel, un tanka, pour mes 40 ans, c'était il y a quelques années de ça. Et sur ce tableau, il y a Sangye Menla qui est représenté. C'est un tableau traditionnel qu'elle a fait venir d'Asie. Et depuis que ce tableau est entré dans ma vie, je me sens inspiré par ce personnage. Et c'est aussi ce personnage-là qui m'a donné envie d'écrire Fusion. C'est-à-dire parce qu'il représente pour moi, Sangye Menla, la fusion de la guérison chamanique et de la guérison bouddhiste, tout simplement, quoi. Donc oui, c'est un personnage important, qui est à cheval entre les deux traditions. Donc des dizaines d'écoles de bouddhisme et des milliers de traditions chamaniques, puisque ce livre parle de la fusion entre le bouddhisme et le chamanisme. Vous parlez de Michael Harner, 1929-2018, qui après Mircea Eliade, 1907-1986, ont ramené, on peut dire, le chamanisme dans nos cœurs, parce que le chamanisme, on n'en entendait plus parler, ça s'est remonté un peu comme le bouddhisme, c'est revenu à la surface. En même temps. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que le XXe siècle a été un siècle vraiment, on est en train de, d'en vivre les conséquences ou de tout ce que ça nous a apporté. Il y a eu vraiment une révolution spirituelle au XXe siècle et une période très, très d'ouverture, je dirais, qui est assez incroyable. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des dizaines de traditions bouddhistes, et il y a des milliers de traditions chamaniques. Et au début du livre, pour moi, c'est important de sortir de ce que j'appelle le réductionnisme. C'est-à-dire qu'en Occident, on a toujours tendance à simplifier à l'extrême, à dire le chamanisme, à dire le bouddhisme. Non, c'est les chamanismes. C'est-à-dire que dans les traditions chamaniques, il y a de telles différences parfois qu'il y a des contradictions énormes. Et c'est aussi les bouddhismes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants bouddhistes, il y a plusieurs véhicules, comme on dit. Et c'est important de se le rappeler aussi, parce que souvent on dit oui, le bouddhisme, mais en fait, on parle de quoi exactement? Et pour en revenir à Michael Harner, effectivement, c'est un anthropologue qui était professeur d'université aux États-Unis, voilà, dans des universités prestigieuses comme à Yale, etc., professeur d'anthropologie. Et lui, en fait, ça a été un des pionniers du retour du chamanisme dans nos pays, c'est-à-dire que lors d'un voyage en Amazonie, un vieux chaman en fait qu'il a côtoyé lui a dit écoute, dans vos pays aussi il y a ces traditions-là, il faut les faire revivre. Et c'est en fait Michael Harner qui a ramené cette pratique au tambour et tout un concept et toute une manière de faire qui est aujourd'hui présente un petit peu partout. Alors il y a beaucoup de gens qui pratiquent de plus en plus le chamanisme aujourd'hui, mais il y en a assez peu qui savent que c'est Michael Harner qui a ramené ça. Donc oui, pour moi c'est aussi ce bouquin, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux pionniers, tout simplement. J'aime bien rendre hommage, j'aime bien qu'on ait la mémoire en fait des personnes qui ont apporté ces choses, parce qu'on a vite tendance à oublier qu'il y a toujours eu des précurseurs, et ces précurseurs, ça n'a pas toujours été facile pour eux non plus de ramener ces choses-là. Donc c'est aussi un ouvrage dans lequel je rends beaucoup hommage, voilà, aux personnes qui m'ont inspiré ou aux maîtres que j'ai eus, etc. Alors vous avez eu un maître, alors là je ne trouve plus son nom, il a disparu, j'ai juste son nom qui s'appelle Goenkaji, mais c'est un diminutif. J'ai perdu la totalité de son nom. Alors, son nom, c'est Satyanarayan Goenka, plus connu sous le nom de Goenka ou Goenkaji. Ouais. Voilà, donc tous les deux, Goenkaji et Michael Harner, ont des points communs.
Tous les deux ont été malades, ont dû se guérir, ce qui est un peu le cas aussi beaucoup de thérapeutes. Ils sont passés par des maladies pour arriver à Absolument. s'en sortir. Et tous les deux ont découvert des pays, enfin, ou tout du moins sont retournés à la source. Tous les deux ont ce point commun. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, ce sont mes deux enseignants. Voilà, la dédicace du livre, c'est leur est dédié. Voilà. Et je trouve intéressant ces deux personnages parce que, autant Goenka que Michael Harner, ils sont tous les deux décédés au début du 21e siècle, hein, donc c'est tout récent. Hein. Ces deux personnages, ils sont allés à la rencontre de ces traditions sans être convaincus. C'est-à-dire que Goenka était un homme d'affaires indien, expatrié en Birmanie, et en fait, s'il a côtoyé les bouddhistes, c'était pas pour devenir bouddhiste c'était simplement qu'il était malade, voilà. Et on lui a conseillé d'aller méditer, et la méditation vipassana l'a guéri en fait de ses problèmes de céphalée, de maux de tête, etc. Donc, il y a une première guérison qui est celle de Goenka, mais à la base, c'était vraiment une personne, je dirais, très matérialiste et très sceptique, etc. Et Harner, même chose, Harner est allé travailler en Amazonie. C'était un des précurseurs du chamanisme d'Amazonie à la fin des années 50 et pendant les années 60. Et lui, même chose, c'était pas du tout dans le but de spiritualiser, en fait. C'était dans le but de faire des études très sérieuses en tant qu'anthropologue. Et en fait, en côtoyant ces gens-là, petit à petit, il s'est ouvert à leur pratique aussi. Et ce sont les autochtones eux-mêmes qui ont demandé à Michael Harner de participer avec eux à des cérémonies, etc. Donc, ces deux personnages, au départ, ils n'étaient pas partis pour devenir des enseignants spirituels et ils le sont devenus par la force des choses. Et je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être super convaincu au départ. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est souvent la maladie ou c'est souvent un accident ou un deuil qui ouvre la porte du spirituel. Et ces deux personnages sont symboliquement vraiment très forts pour ça, je trouve. Donc c'est pour ça qu'ils m'inspirent aussi beaucoup, parce que on est dans un monde assez matérialiste et assez de plus en plus, enfin paradoxalement de plus en plus matérialiste, mais aussi de plus en plus spirituel. Et en fait, c'est juste un message pour dire qu'on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'être un convaincu dès le départ. Dans ces spiritualités-là, le bouddhisme et le chamanisme, elles sont très pratiques, elles sont très, je dirais, empiriques, c'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure. En fait, l'aspect spirituel se développe petit à petit. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être au départ déjà un acharné du spirituel. Alors, on reste sur Goenkaji. Il a créé une école dans un petit village en Inde et il est devenu la porte-parole de la pureté. On peut dire que son enseignement est le plus pur et en même temps, c'est le plus éloigné de tous les enseignements bouddhiques au niveau de la ressemblance avec le chamanisme. Et vous êtes rentré dans cette école-là alors que c'était la plus éloignée de ce que vous recherchiez. Exactement. En fait, alors toutes les traditions bouddhistes ont le défaut de dire qu'elles sont les plus pures. Hein. C'est-à-dire que, ça, vous allez l'entendre, tout le monde est forcément toujours le plus pur. Hein. Ça, c'est comme ça chez Homo sapiens. Hein. Mais effectivement, Goenka a été formé à la méditation vipassana dans le cadre du bouddhisme birman. Et le bouddhisme birman a pour particularité d'avoir été un bouddhisme qui a maintenu la tradition originelle du Bouddha pendant tout ce siècle. Et c'est aussi dû au fait que la Birmanie a très longtemps été un pays qui, politiquement très renfermé sur lui-même, et ça a eu pour conséquence positive de maintenir la pureté de cet enseignement, c'est-à-dire très peu de contact avec l'extérieur, et les moines de génération en génération ont pu se transmettre cet enseignement. Et effectivement, le pur Dhamma, comme l'appelle Goenka justement, c'est-à-dire le retour à l'enseignement du Bouddha tel qu'il est dans les textes historiques, etc., c'est vraiment pas chamanique du tout. Alors que d'autres bouddhismes, comme le bouddhisme tibétain, par exemple, est beaucoup plus chamanique parce qu'il y a des racines chamaniques très profondes au Tibet, etc. Donc le bouddhisme pur et dur à la Goenka m'a interpellé parce que justement, c'était quelque chose qui me manquait, peut-être cette espèce de pureté, cette espèce de... Ça me faisait aussi des vacances dans ma vie de praticien chamanique, le fait de côtoyer ce bouddhisme très pur dans lequel il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas forcément de monde invisible. Enfin, il y en a, mais on ne s'y intéresse pas. Voilà, on essaie d'aller au-delà de ça. Mais ça m'a apporté une sorte de perspective aussi plus large. Donc oui, paradoxalement, c'est le bouddhisme le moins chamanique qui m'a attiré. Et paradoxalement, encore une fois, c'est ce bouddhisme-là que je pratique encore aujourd'hui et qui me permet, dans ma pratique chamanique, d'être dans une forme de clarté. Voilà. Donc cette espèce de gouffre entre mes deux pratiques me permet je dirais, d'avoir une sorte de clarté. Ouais, ça me plaît. Je vais rester dans cette lignée-là. Je n'ai pas l'intention de déménager, quoi. Alors, on reste avec Michael Harner et donc
il parlait de la cosmologie des trois mondes, le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est la grande roue du samsara, on peut dire, chez les bouddhistes. C'est ça, Le exactement. monde d'en bas et le monde d'en haut est peuplé d'esprits transcendés et compatissants. Chez les chamans, ces esprits compatissants, on les a aussi chez les bouddhistes. Le monde du milieu, comme nous les humains, nous sommes pris dans l'espace-temps lié à la survie, à l'ego et à la peur. Revenons un peu sur le chamanisme et le bouddhisme. Comment on peut faire, nous, en 2022, dans quel monde on peut vivre là pour essayer de s'en sortir? Oui, parce qu'a apporté Michael Arner avec ces trois mondes, le monde d'en haut, le monde du milieu, le monde d'en bas, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important et même de révolutionnaire, parce qu'il a vraiment clarifié ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire la carte de la réalité qu'ont les chamans. Et cette carte de la réalité, une fois de plus, elle ressemble étrangement à la cosmologie bouddhiste où il y a aussi plusieurs mondes. Donc il y a le monde dans lequel on se trouve en ce moment, qui est le monde de la matière, qui est le monde en fait matérialisé, dans lequel il y a un espace, il y a un temps, dans lequel j'ai un corps, j'ai un esprit, etc. J'ai une vie à vivre, j'ai du plaisir, j'ai de la souffrance, etc. Et ce monde-là, en Inde, on appelle ça le samsara, c'est-à-dire que c'est le monde dans lequel on se réincarne cycliquement. Voilà, tant qu'on a des choses à faire, on y revient dans ce monde-là. Mais il y a d'autres mondes, des mondes qui sont transcendés, c'est-à-dire dans lesquels il y a des êtres qui ont dépassé l'espace et le temps, qui sont libérés, c'est-à-dire qui ont atteint l'éveil d'un point de vue bouddhiste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint l'éveil de son vivant, au moment où on meurt, on va se reposer. C'est un petit peu la retraite spirituelle, on va se reposer dans les mondes transcendés, qui sont des mondes dans lesquels il n'y a plus cette connexion à la matière, ce qui fait qu'il n'y a plus cette connexion à l'ego, à la survie, au désir, à la peur, etc. Et en fait, l'idée qu'a apporté Michael Arner, c'est que si on se fait guider par les esprits des mondes transcendés, on a un regard sur la vie qui est aussi un petit peu transcendé. C'est-à-dire que si on a la tête dans le guidon et qu'on est tout le temps dans le monde du milieu, on est tout le temps dans le matérialisme, on est tout le temps dans la course à la survie, on est tout le temps dans nos plaisirs, dans nos addictions, dans nos peurs, etc., on n'a pas un regard plus global, plus général sur l'existence. Tandis que dès le moment où on commence à côtoyer ces mondes qui sont transcendés, ça ouvre une perspective. Alors, par rapport à aujourd'hui, voilà, on est vraiment à fond dans le monde du milieu. Le monde du milieu est en train de s'emparer de nos vies et il met vraiment le paquet. Mais je pense que c'est une sorte de jeu qui est en train de se jouer entre le libre arbitre, qui est justement dans les mondes transcendés, c'est-à-dire une totale liberté, c'est-à-dire le droit d'être qui on est, le droit de faire ce qu'on veut, etc. Et les intrications ou les choses qui se passent dans le monde du milieu, où il y a toujours la notion de pouvoir aussi. Michael Arner disait que le monde du milieu, c'est le monde du pouvoir. Le pouvoir, ça peut être quelque chose de positif lorsque c'est un pouvoir qui est, je dirais, collectif, populaire, dans lequel on est tous ensemble pour avancer ensemble, mais c'est aussi l'abus de pouvoir, c'est aussi le pouvoir sur les autres, etc. Et ça, dans la pratique chamanique ou dans le contexte du chamanisme, je dis toujours que le chamanisme, c'est une sorte de microcosme. On peut observer ça dans les relations entre chamans, dans l'aspect, je dirais, spirituel de leur manière d'appréhender le monde. Ces questions de pouvoir, elles sont toujours présentes. Et je trouve qu'en ce moment, on vit une période où tout est tellement visible, tout est tellement... Enfin, je veux dire, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir, voir avec un V majuscule ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on a énormément de choses à apprendre de tout ça. Il faut essayer de garder son sang-froid et de rester dans son axe, mais il y a des choses il y a des choses à apprendre. Ouais, je pense que dans le pouvoir, on pourrait rajouter un R, ça serait pour voir, et ne voit que ceux qui veulent bien voir. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. On essaye ce soir avec Laurent Hugeli de fusionner entre le bouddhisme et le chamanisme. Fusion, c'est un livre paru chez Mama Édition. Laurent Hugli, vous insistez sur le fait on doit comprendre ce que c'est que la cosmologie. Vous insistez aussi savoir Oui. dans quel monde on se trouve et à qui on a affaire, puisqu'on a parlé en première émission, première partie, qu'il y avait trois mondes. Ça serait bien de savoir dans quel monde on se trouve et à qui on a affaire. Là, on est dans le monde du matériel, on est dans le monde du pouvoir ou du pourvoir, comme on disait tout à l'heure, et à qui on a affaire. Et vous avez cette phrase, la clarté permet de définir l'intention. La clarté permet de définir l'intention. Est-ce que c'est parce qu'on veut savoir dans quel monde on se trouve, donc pour être dans le monde du milieu, celui d'en haut, celui d'en bas, encore faut-il le vouloir. On est d'accord que c'est nous qui choisissons le monde dans lequel on va habiter, où on va aller. Exactement, oui. Voilà, mais la clarté permet de définir l'intention. Mais
la clarté, elle va venir après l'intention. Mais c'est une boucle, hein. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, Joël, parce que le dharma ou le dhamma, qui est l'enseignement du Bouddha, est représenté par une roue, c'est-à-dire que cette roue, elle commence avec la compréhension. La première étape sur le chemin bouddhiste, c'est la compréhension ou la compréhension juste. C'est le fait d'avoir une perception de la réalité qui est débarrassée des illusions et des mensonges et des fausses vues, comme on dit en bouddhisme, et des vues au sens un point de vue sur la réalité. Et une fois qu'on a cette clarté, ensuite, les intentions se définissent par rapport à cette clarté, quoi. Mais si on est dans la confusion, si on est dans le mensonge et si on est dans le brouillard, en gros, les intentions ensuite, c'est-à-dire notre libre arbitre, il sera empoisonné ou il sera empoisonné, voilà, ça sort spontanément ce mot, il sera empoisonné aussi par notre compréhension qui est faussée, quoi. Donc il y a cette notion vraiment de faire un effort sur soi. Il y a la notion d'effort aussi dans le bouddhisme pour vraiment percevoir les choses telles qu'elles sont. Et percevoir les choses telles qu'elles sont, ça prend du temps et ça demande de l'intelligence et ça demande une certaine sensibilité, quoi. Et ça demande aussi un certain courage parce que je pense que la voie spirituelle est une voie courageuse, mais le simple fait de s'incarner dans un corps humain sur la planète Terre, surtout en ce moment, je trouve que c'est un acte extrêmement courageux. Et dans ce courage, il y a la notion de j'aimerais bien savoir ce qui se passe, j'aimerais bien connaître la vérité, j'aimerais bien avancer vers une forme de sagesse. Et à partir de là, les intentions se définissent. Si mon intention, c'est d'aller vers plus de clarté et de découvrir la vérité, bah, il y a cette notion que la vie va faire en sorte de m'apporter les réponses aux questions que je me pose. Mais si par contre, je suis dans une vue faussée, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas du tout à découvrir ces choses-là et je vis ma vie dans une sorte d'inconscience en écoutant simplement ce qu'on me dit, en faisant ce qu'on me dit de faire, bah, les intentions seront différentes aussi. C'est-à-dire que je ne serai pas dans une quête de vérité, je serai plutôt dans une simple vie voilà, vécue peut-être aveuglément un petit peu. Donc effectivement, ouais, et le fait de définir ses intentions, le fait d'être au clair sur ce qu'on cherche, ça permet vraiment ensuite de débloquer des choses sur le chemin aussi. Ouais. Je reviens sur ce problème de clarté qui pour moi a fait tilt, c'est que quand on fait une NDE, on n'est pas dans la lumière, on est dans la clarté. Et donc cette phrase, la clarté, permet de définir l'intention. Quand on est dans la clarté, on n'a plus d'intention puisque on est dans la connaissance pure. Je pense que vous, dans vos méditations, vous avez dû y arriver. Et comment cette clarté peut permettre de définir l'intention dans la mesure où on n'en a plus. Quand on est vraiment dans la clarté, tout est clair, il n'y a plus d'ombre, on n'a plus rien à chercher. On va laisser les auditeurs se poser la question. Je ne pense pas que c'est à moins que vous ayez une réponse. Mais c'est fondamental ce que vous dites là. Bah, dans le livre, il y a un petit dessin qui représente la roue du Dharma, donc cette fameuse roue qui tourne, et tout en haut de la roue, au point d'équilibre, il y a la clarté, effectivement. C'est-à-dire la compréhension juste, elle est en équilibre. Et dans l'équilibre, comme vous le dites, il n'y a pas d'intention. C'est une forme de grâce, ou c'est une forme d'extase peut-être, ou c'est une forme de prise de conscience qui est tellement monumentale qu'on est là-dedans. Et ensuite, l'intention, elle est légèrement sur le côté, et l'intention, elle est en déséquilibre déjà. C'est-à-dire qu'elle nous fait sortir de cet équilibre de la clarté pour nous faire entrer dans la vie, quoi. Mais qui fait tourner la roue? On n'a plus besoin, qu'on arrête d'avoir une roue qui tourne, parce que franchement, ça redémarre sans arrêt. Enfin, c'est fou. On va revenir, vous dites que dans le cursus du corps, CORE, chamanisme, mais vous pourrez rappeler ce que c'est que le corps. Toute personne désireuse d'acquérir les outils de base et une fondation solide commence par s'équiper en esprit compatissant. Comment arriver à appeler les esprits, c'est-à-dire, parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde a besoin d'être aidé et que c'est pas dans le monde du milieu qu'on aura les aides. Donc, comment on arrive à aller appeler ces esprits d'en bas pour les chamans, d'en haut pour comment on fait? Alors, dans le monde du milieu, il y a un esprit allié qui est le plus important de tous et qui est de notre côté, en tout cas du côté des personnes qui respectent, c'est la nature. C'est-à-dire que la nature, Mère Nature, la planète Terre, les animaux, les plantes, toute cette beauté et l'univers aussi dans sa naturalité, si je peux dire, c'est aussi un esprit allié du monde du milieu. Donc dans le monde du milieu, il n'y a pas que des choses négatives. Le monde du milieu, c'est un monde dans lequel il y a des contrastes. Mais la nature est avec nous. Et moi, c'est une sensation que j'ai très fortement, mais déjà avant cette espèce de folie, là, 2020, 2021, 2022. Mais ça fait quelques décennies, je dirais que il y a cette notion que la nature, elle sera toujours du côté des gens qui la respectent, toujours, quoi. La nature au sens large, hein, la nature universelle. Après, pour répondre plus précisément à votre question, comment on fait pour rappeler ces esprits? Ben, j'ai l'impression que
pendant des siècles et des siècles, ça a été un petit peu un privilège de personnes justement qui sont dans la spiritualité, un privilège de moines pour les bouddhistes, un privilège de chaman dans le cadre du chamanisme, d'accéder aux esprits, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, dans cette espèce de crise, entre guillemets, qu'on est en train de vivre, qui est quelque chose de global, les esprits compatissants sont de plus en plus accessibles aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que la situation de la Terre aujourd'hui, elle n'est pas dénuée, je dirais, d'une forme de compassion universelle. Je pense qu'il y a d'autres forces autour de nous. En fait, la planète Terre, c'est un petit peu la planète rock'n'roll, quoi. Mais je pense que ce n'est pas la seule planète sur laquelle il y a de la vie déjà dans l'univers. Et je pense que c'est un sujet d'étude intéressant en ce moment pour beaucoup de consciences transcendées, pour beaucoup de civilisations avancées qui se disent, mais il se passe quoi en ce moment sur Terre, quoi. Donc, on est soutenu. Voilà. Moi, je pense que c'est un message hyper important et que je répète à chaque fois que je suis présent médiatiquement, je dis on n'est pas seul, on est soutenu. Il faut jamais l'oublier. Et on est de plus en plus soutenu parce que plus en face, je dirais, plus il y a d'animosité, plus ça devient coriace, plus le soutien est fort. Après, vraiment au niveau de la technique, le fait de contacter les esprits, il suffit de prier déjà, il suffit d'avoir l'intention. Voilà, on en revient à l'intention. Le simple fait d'avoir l'intention de se connecter à eux, ils vont déjà entrer dans nos vies sous la forme de coïncidence, sous la forme de synchronicité, sous la forme d'événements inattendus, un peu miraculeux qui se passent. Mais après, il y a la pratique proprement dite, c'est-à-dire que les chamans, pour aller dans les mondes transcendés et aller contacter leurs esprits, ils vont utiliser leur tambour, ils vont utiliser différents outils, et les moines bouddhistes, ils vont utiliser la méditation. Et moi, c'est pour cette raison que j'enseigne la méditation et le chamanisme au tambour, parce que je pense que c'est des outils extrêmement qui vont droit au but, c'est-à-dire que directement dans les mondes transcendés, directement à la recherche de ces aides-là. Mais je tiens quand même à le répéter, en ce moment, les forces transcendées sont de plus en plus présentes sur Terre aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que je pense que ça va être assez rock'n'roll, hein, ce n'est pas terminé le truc. Et dans cette espèce d'enjeu, on est soutenu. Hein. Autour de la Terre, il y a plein de choses qui circulent. Pour moi, il y a aussi un côté... c'est important de savoir qu'on est soutenu. On est soutenu. Qu'on soit spirituel ou pas, hein, qu'on soit très rationnel ou pas, on est soutenu de toute manière. L'important, c'est de se poser la question. Déjà, on aura peut-être une réponse. Alors, en ce qui concerne le monde d'en bas, on peut appeler son animal de pouvoir ou l'expliquer dans votre livre. Dans le monde d'en haut, on peut appeler les maîtres. Ce maître qui vous dit qu'ici, il y a des fraises toute l'année, mais qui vous dit un peu plus loin, il finit par vous dire que c'est notre nature profonde qui est notre seul et unique maître. Mais il vous dit entre les deux aussi que nous sommes des singes, après tout, non. Et il vous dit que c'est le dharma du troisième chimpanzé. C'est quoi ce dharma du troisième chimpanzé? Alors, l'aspect singe ou l'aspect primate, je l'ai déjà développé dans mon livre précédent qui était un livre sur la forêt amazonienne et là, qui s'intitule Mère. Et là, j'ai vraiment pris conscience en lisant aussi des primatologues, Jane Goodall, que j'aime beaucoup, qui me passionne et qui me fascine, l'aspect primate de l'homme. Et aussi dans le fonctionnement du cerveau. Dans Fusion, il y a un chapitre sur les neurosciences, par exemple, sur le fait qu'on a quand même un cerveau très archaïque dans ses fondamentaux et que ce cerveau archaïque nous joue des tours aussi. Donc le dharma du troisième chimpanzé, c'était une boutade parce que le troisième chimpanzé, c'est le titre d'un livre de Jared Diamond, qui est un chercheur américain qui a écrit des livres vraiment passionnants sur la nature humaine, en fait. Et nous sommes le troisième chimpanzé, c'est-à-dire que phylogénétiquement, voilà, dans la théorie de l'évolution, Homo sapiens est le cousin très proche des chimpanzés et des bonobos. Et en fait, le fait de comprendre ça, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi on a de telles réactions de masse, pourquoi l'inconscient collectif est si facilement manipulable, pourquoi la figure d'autorité a tellement d'importance, parce qu'en fait, nous sommes des primates à la base. Et tant que nous n'acceptons pas ça, et tant que nous ne prenons pas conscience de ça, et tant que nous n'allons pas chercher dans les profondeurs de notre cerveau archaïque des réponses à ces questions-là, je mentionne dans Fusion un super livre qui s'intitule Le bug humain, qui est un super livre à se faire cadeau pour Noël. Le bug humain, c'est un livre écrit par un neuroscientifique qui explique quel est le problème de l'humanité par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire par rapport au fait que nous sommes complètement dépendants et addicts au pouvoir, à la nourriture, au sexe, etc. Et que c'est à travers ça qu'on nous tient. C'est-à-dire que le pouvoir nous tient à travers ces choses-là, quoi. Et la voie bouddhiste en particulier, la méditation, c'est pour moi une manière de recabler le cerveau profond aussi, c'est-à-dire que pas forcément du jour au lendemain, mais sur le long terme, lorsqu'on prend vraiment le temps de suivre ce chemin sur
plusieurs années ou sur une décennie ou plus, il y a, je pense, vraiment des changements profonds qui s'opèrent dans le fonctionnement du cerveau. Et le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui est très connu en France, s'était fait lui-même, d'ailleurs, il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites sur les moines bouddhistes en train de méditer, et effectivement, il y a une influence très profonde sur le cerveau. Donc, le dharma du troisième chimpanzé, c'est une petite boutade pour dire que on peut aussi voir la pratique spirituelle comme une manière de se déconditionner de nos tendances de primates, tout simplement, quoi. Et ces tendances de primates, elles sont parfois belles et poétiques, mais elles ont aussi parfois tendance à nous autodétruire. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience aussi. Rien à voir avec la théorie du centième singe. Bah, je ne l'ai pas mise dans le livre, cette théorie-là, mais elle est intéressante aussi, parce qu'étant donné que nous sommes des primates, nous réagissons aussi comme le centième singe, c'est-à-dire que le jour où la masse critique sera assez grande, et je pense que ce jour arrivera, hein, moi j'en suis convaincu, bah, il y aura un basculement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut informer, c'est pour ça qu'il faut continuer à s'éveiller, c'est pour ça qu'il faut continuer à cheminer et ne pas baisser les bras, même si c'est parfois difficile de ne pas baisser les bras, hein, évidemment. Mais je vous lis à la page 52, transformation, libération et espace sacré. Le chamanisme, c'est la transformation par le tambour, le chant, la danse, l'expression de soi et le travail avec les esprits. Le dhamma bouddhique, c'est la libération par la réflexibilité, la concentration, la discipline et le silence à l'intérieur. Très intéressant de voir que d'un côté, il y a des trans chamaniques et l'immobilité du moine bouddhiste, la cessation de l'agitation. Et vous dites que dans les deux sens, celui qui est en transe et qui remue et celui qui est immobile, c'est la même chose. C'est la même chose et j'insiste que ça a été une source de conflit du bouddhisme, qui est quand même, le but du bouddhisme, c'est de sortir de cette agitation. Donc on peut se dire qu'il y a une contradiction fondamentale entre les deux. Alors qu'au final, moi je pense que le but c'est le même, quoi. L'intention c'est la même et c'est une libération. C'est une prise de conscience, c'est une libération, c'est d'accéder à des couches de réalité extrêmement profondes, sauf que la manière de faire, en fait, n'est pas tout à fait la même, mais le résultat est le même. J'en suis convaincu. Le même rapport entre la roue, enfin la roue et puis le tambour, qui tous les deux ont la même forme et qui tous les deux peuvent, on peut dire, appeler dans le mouvement. Et puis vous parlez aussi des religions orientales qui sont plutôt un axe vertical, qui vont de l'illusion à la vérité, de la captivité à la libération, tandis que dans le chamanisme, ça serait plutôt un axe horizontal, comme pour monter les échelons, plus féminin. Donc plutôt un axe vertical pour les religions orientales et plutôt un axe horizontal pour le chamanisme. Oui, en fait, dans la plupart des traditions de l'Inde éternelle, vraiment dans leur, je dirais, dans leur essence profonde, hein, pas la manière dont on les a interprétées en Occident, parce qu'on a toujours tendance à édulcorer. On prend que ce qui nous arrange en Occident, on est comme ça. Mais la plupart des religions et des philosophies de l'Inde éternelle ont pour but de sortir du samsara, c'est-à-dire que la vie sur Terre est considérée comme quelque chose d'illusoire et il faut en fait, que ce soit à travers la méditation, le yoga, etc., les austérités, sortir de cette illusion, ce qui signifie aussi d'une certaine manière se détacher de la vie. Donc c'est cet aspect vertical où on va de l'illusion, de la vie, voilà, vers la transcendance. Et le chamanisme, c'est plutôt une acceptation de la vie telle qu'elle est, dans toute sa magie, dans toute sa beauté, dans toute sa... Et oui, j'aime bien comparer ça au yin et au yang, en fait, dans la philosophie chinoise, c'est-à-dire que le chamanisme, c'est très yin, c'est-à-dire que c'est très horizontal. Il y a une notion vraiment de démocratie spirituelle, c'est-à-dire que l'arbre n'est pas plus important que l'homme, n'est pas plus important que, etc. Chacun a son intelligence et son esprit et chacun a apporté quelque chose aux autres. Et le fait de mélanger les deux, le fait de mélanger cette verticalité où on essaye de sortir de l'illusion à cette horizontalité dans laquelle on est amoureux de la vie, dans laquelle on est dans l'aspect charnel en fait de la vie, je trouve qu'il y a une sorte de beauté poétique et il y a une sorte d'éternel, ouais, une sorte de fusion et de mélange que je trouve beau, quoi, tout simplement. Ouais. Vous dites un peu plus loin qu'à chaque tradition, chaque approche du spirituel a ses forces et a ses faiblesses, ainsi qu'à ses tendances à réduire le réel à elle-même. On peut appeler ça l'effet tunnel. On peut, lorsqu'un individu en vient à ne plus percevoir le réel qu'à travers une seule doctrine, tout en forçant sa conscience à s'y planter à coups de marteau dogmatique, il limite l'expansion de cette dernière. C'est quoi cet effet tunnel ? L'effet tunnel, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec le troisième chimpanzé, c'est-à-dire que notre cerveau fonctionne d'une manière où, à force de faire les mêmes choses, à force d'écouter les mêmes choses, à force d'être dans les mêmes croyances, il y a une rigidité qui s'installe. Et moi, j'appelle ça l'effet tunnel.
j'appelle ça l'incrustation de la conscience dans un certain tunnel de réalité. C'est-à-dire que à force d'être tout le temps dans la même énergie ou dans les mêmes croyances, je vais restreindre ma capacité à percevoir la réalité sous divers angles. D'où l'intérêt de mettre une pincée de rock'n'roll chamanique, comme je le dis, dans le bouddhisme, et inversement, l'intérêt de mettre un zeste de bouddhisme dans le chamanisme aussi, mais ça peut être dans la vie en général, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la diversité, je trouve que c'est important de prendre des vacances spirituelles aussi, de ne pas tout le temps être au taquet, dans la même lignée, dans la même énergie, parce qu'il y a d'autres choses à découvrir aussi. Et cette tendance à s'incruster dans une certaine manière, dans une perception, c'est un petit peu un des défauts de notre fonctionnement aussi du cerveau. Donc, il faut maintenir une souplesse, voilà. Il faut maintenir une souplesse, il faut maintenir une certaine légèreté. Et c'est aussi pour ça que l'humour est important. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humour aussi. L'importance dans les deux traditions, mais que ce soit dans les deux traditions, bouddhisme, chamanisme, et je crois sur la terre entière, l'importance des chants, du chant chez les chamans et les bouddhistes. Vous dites, le premier chant que j'ai appris sur le chemin spirituel n'était pas une invocation en Shipibo ou en Quechua d'Amazonie, mais un chant védique de l'Inde éternelle, le Parana Mantra. Oui, le chant, c'est l'essence du spirituel, je pense. Quand on chante, on ne peut pas être dans le mental. La question du mental, c'est toujours une question qui est très présente dans notre manière d'aborder la spiritualité. Comment sortir du mental? Comment sortir de la... Bon, déjà, on peut pas, enfin, on n'en sort pas, on peut que l'observer, quoi. Mais quand on chante, c'est vraiment l'âme qui s'exprime. Et je trouve intéressant d'avoir des enseignants. Moi, j'ai eu des enseignants qui chantent. Goenka chante, par exemple, il chante les sutras du canon Pali, c'est-à-dire les sutras originels du bouddhisme, et c'est magnifique. Et les chamans d'Amazonie qui m'ont formé ou du Mexique, ce sont des personnes qui soignent en chantant, c'est-à-dire que c'est à travers le chant que se fait le soin. Et oui, ce que je dis sur le mantra dans le livre, c'est que avant d'enseigner le chamanisme et avant d'en faire ma vie, j'étais vraiment versé dans les traditions indiennes et j'ai fait une formation de prof de yoga à l'époque aussi. J'ai même enseigné le yoga dans un lycée à une époque. Et un des premiers chants sacrés que j'ai appris, c'était un mantra, justement, de l'Inde ancienne, de l'Inde védique. Et c'est un mantra que je chante parfois quand je fais des soins chamaniques. C'est-à-dire que c'est aussi une forme de guérison à travers le chant. Donc, c'était une sorte de petit clin d'œil aux personnes qui font du chamanisme amazonien pour leur expliquer qu'on peut aussi chanter des chants dans d'autres langues que les langues autochtones. On peut aussi chanter en sanskrit, on peut chanter en pali, on peut même chanter en français, en espagnol, etc. Donc le chant, ouais, c'est important. Je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles la musique est tellement fondamentale dans nos vies d'êtres humains, parce que ça nourrit notre âme, parce que ça va directement nourrir au plus profond de nos cellules. Oui, je pense que la musique est vraiment importante. La musique et le silence qui vont ensemble. Absolument, ouais. Et le silence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le tunnel de réalité. Le silence, c'est vraiment ce qui permet de désincruster nos tendances, voilà, nos incrustations mentales. C'est pour cette raison aussi qu'on dit que la méditation est un refuge, parce que c'est un refuge en silence. Et ce silence, il est absolument délicieux une fois qu'on a pris, comment dire, l'habitude, si je puis me permettre le terme, de se réfugier régulièrement dans la méditation et dans le silence. C'est vraiment quelque chose qui ressource profondément. Troisième partie, dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, Laurent Huguely, fusion entre le bouddhisme et le chamanisme. On va terminer avec un passage qui me semble un peu plus ardu. Je vais le lire, peut-être avec des fautes en ce qui concerne la prononciation des mots en sanskrit. Avijja, Tana et Mara symbolisent le fait d'être aveuglé par un point de vue distordu sur le sens de la vie, sans cesse en quête de quelque chose qui semble manquer pour combler un vide ou solidifier l'impermanence de ce qui échappe désespérément à toute forme d'emprise ou de possession, y compris et bien entendu la matière. Cette quête contre nature, car le vide ne peut être comblé et l'impermanence ne peut être solidifiée, mais nous fait commettre des intentions, pensées, paroles et gestes, des kamas, entre parenthèses karma, qui ne sont pas alignés sur la loi de la nature, qui est lâcher prise, acceptation et bienveillance, et qui, saturés de dukkha, se retournent ensuite contre nous parce que tout est réciproque, circulaire dans la grande roue de l'existence. Comment faire, Laurent Huglit, pour pas créer du karma, c'est-à-dire pour ne pas combler le vide en Bonne l'impermanence question. qui va se dissiper, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On se dit qu'on voudrait sortir de là, arrêter la roue,
mais quelque part, on a des pensées qui arrivent, on ne peut pas s'empêcher de penser. Oui, C'est nos pensées qui font tourner la roue. mais complètement. Et ce que vous venez de dire, Joël, c'est exactement ce que disait le Bouddha il y a 25 siècles, c'est-à-dire que ce sont les pensées qui sont les premières sources de le karma. Alors, karma, c'est en pali, karma, c'est en sanskrit. C'est un terme aussi qui est mal connu en Occident, on l'utilise à tort et à travers. Karma, ça veut dire action, hein. Ça veut dire travail. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dès le moment où on pense, on crée quelque chose et ce quelque chose, il se déploie dans le monde. Et les trois forces que vous avez évoquées dans ce passage que vous avez lu, avidya, tanya et mara, ce sont les forces qui enchantent le monde du milieu, le monde du samsara, mais qui les enchantent dans ce qu'on pourrait appeler, pour simplifier, la négativité. Avidya, c'est l'ignorance ou c'est l'aveuglement spirituel. C'est le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors là, on est en plein dedans en ce moment. J'adore. Tanya, alors le Bouddha disait que Tanya, c'est la soif, c'est-à-dire c'est le fait de toujours vouloir plus, le fait d'être insatisfait, le fait d'être sans cesse en quête. Et Mara, Mara, c'est en fait la personnification de la peur de la mort. C'est intéressant, hein, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que Mara, c'est le dernier obstacle qu'a connu le Bouddha avant l'éveil, lorsqu'il méditait au pied de son figuier. Mara lui est apparu pour une dernière fois le faire douter. Et Mara, c'est la peur de la mort, c'est la peur de l'annihilation, et c'est aussi la violence qui en découle. Voilà. Donc ces trois forces, l'ignorance, la soif infinie et la peur de mourir, la peur de la mort, ce sont des sources de karma aussi dans nos pensées. Et ces karmas-là, ils enchantent le monde d'une manière qui finit par se retourner contre nous. C'est ce que j'explique dans ce texte. C'est-à-dire que si je suis sans cesse dans l'ignorance, si je suis sans cesse dans l'avidité, Tanya, c'est l'avidité, et si je suis sans cesse dans la peur, ma vie sera complètement embourbée dans ces forces-là. Donc il faut en sortir. Et la voie spirituelle, en tout cas ce qu'a apporté le Bouddha, le noble octuple sentier, le dharma, etc., c'est une méthode pour sortir de ça, étape par étape. Donc sortir de l'avidité, sortir de l'ignorance, sortir de la peur. Parce que ces trois forces, elles sont tellement omniprésentes dans le monde du milieu qu'il faut vraiment avoir une forme de discernement pour les cerner dans nos vies et pour en sortir. Oui, mais alors moi je me dis que vous savez, il y a cette phrase qui dit qu'il faut aller jusqu'au fond de la piscine pour donner un coup de pied. Moi j'ai l'impression que la vie c'est un peu comme un tableau noir. Quand on était écolier, on mettait de la craie blanche sur un tableau noir pour nous apprendre à écrire. Mm, Je pense qu'il y a des gens qui arrivent vraiment dans la noirceur des choses et il y a un point de lumière qui arrive ensuite. Donc je pense que en ce moment, il faudrait vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Mara, c'est Mara la sombre. On a l'impression qu'il va falloir vraiment complètement. qu'on aille jusqu'au bout du sombre, mais qui fait qu'ensuite, on va pas avoir des pensées qui vont recréer les mêmes problèmes. Qui pense en nous? Pourquoi on est obligé de penser? Bonne question, hein. Mais ce que vous dites, c'est vrai, cette confrontation avec Mara, parce qu'en ce moment, c'est intéressant, hein, j'en reviens à ce que je disais, le Bouddha, quelques secondes avant l'éveil, a été confronté à Mara une dernière fois. Mara est venu le tenter, Mara est venu le sortir de sa concentration, le sortir de sa méditation. Et il a eu le choix, c'est là que le libre arbitre entre en jeu. Il a eu le choix entre se laisser séduire par Mara ou continuer à méditer et en sortir. Et c'est un petit peu c'est-à-dire que cette notion d'obscurité qui fait surgir la lumière, c'est quelque chose de très homo sapiens, c'est un petit peu le dharma du troisième chimpanzé aussi, quoi. C'est-à-dire que je pense que le jour où on aura dépassé cette croyance-là aussi, on pourra aller au-delà de ça. Mais effectivement, on est tellement pris dans ce monde du milieu, dans cette espèce de force, ces forces qui s'entrechoquent, qu'il y a cette notion, enfin, je pense qu'effectivement, en ce moment, on est en train d'aller dans un truc où il y a tellement d'obscurité qu'on est obligé de voir la lumière. C'est-à-dire qu'on est vraiment le dos au mur et ça, moi, ça me fait marrer parce qu'on fonctionne tous comme ça, hein. C'est-à-dire à cette espèce de besoin d'aller jusqu'au bout de la souffrance pour comprendre qu'il y a peut-être autre chose que la souffrance aussi et qu'il y a d'autres options qui s'ouvrent à nous. Je pense que c'est très spécifique à Homo sapiens. Moi, je pense que s'il y a... Laurent, on est en 2022 là. J'aimerais faire cette émission à tous ceux qui sont confrontés en ce moment à cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce moment où Mara la sombre peut les emmener. J'aimerais qu'ils restent un peu avec nous parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein de gens qui vont franchir le pas, mais pour arrêter la roue. Et ceux-là, j'aimerais bien qu'ils restent avec nous parce que s'ils ont été jusqu'à franchir ce pas, c'est qu'ils n'étaient pas loin de la lumière. Mais complètement. Et je pense vraiment que cette notion de on n'est pas seul dans ce combat, il y a l'univers tout entier, et vraiment j'insiste, qui est avec nous en ce moment. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les projecteurs de lumière de l'univers tout entier sont braqués sur la Terre en ce moment, parce que ce qui se passe sur Terre, c'est un événement historique incroyable. Ça s'est peut-être passé sur d'autres planètes à d'autres périodes, j'en sais rien. Mais ce qui se passe sur Terre, c'est important.
Et il n'y a pas uniquement Homo sapiens avec ses problèmes, il y a l'univers tout entier qui se penche sur nous. Et dans cet univers, il y a de la bienveillance aussi. Voilà. Et comme vous le dites, hein, la confrontation avec Mara, c'est toujours un moment délicat, tant d'un point de vue, je dirais, personnel, quand on est soi-même confronté à ça, ou que ce soit collectif, comme en ce moment, c'est intéressant parce qu'on le vit collectivement. Voilà, c'est notre âme collective qui vit ces choses-là. Bah, c'est là qu'il ne faut pas lâcher le truc, c'est-à-dire qu'il faut continuer d'avancer et y croire. Et moi, je pense qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. Mais en Ouais. ce moment, effectivement, on est dans le dur. On est dans le dur Donc, parce que Homo sapiens, c'est comme ça. essaye On de l'aime tendre bien, la Homo main, sapiens. ouais. On essaye de tendre la main à ceux qui ont Oui, perdu un peu pied. Alors, votre livre, il s'ouvre à la page, enfin, j'en étais pas loin, mais à la page 131 sur la naissance de l'espoir. Et c'est drôle parce que la deuxième noble vérité, je dirais pas le nom parce qu'il est très long. En sanskrit, j'aurais du mal. C'est Dukkha Samudaya. Samoudaye. Ouais, c'est Dukkha Samudaya Jnana. Dukkha Samudaya Jnana. Ouais, Vous dites mieux que moi, c'est la deuxième noble vérité qui nous en sommes là, la reconnaissance de l'origine du mal-être. Dukkha est généré par ce qui l'éloigne, l'être de son cœur, de sa spiritualité, et par là même de la paix profonde qui est sa nature véritable. Cette origine de Dukkha est donc multiple et multidimensionnelle, et c'est ici que le chamanisme en particulier, dans l'art du diagnostic, qui n'est rien d'autre, une fois encore, que l'art de voir, approfondit cette reconnaissance et permet de prendre conscience de manière viscérale, à travers la vision spirituelle, de ces agitations, purulences, brouillements et empêchements qui parasitent la lumière naturelle de l'être. Selon la clarté de sa vision, Dukkha apparaîtra au chaman sous la forme d'esprits toxiques, de traumatismes, de magie, de malédictions qu'il faut déloger ou de nœuds qu'il faut défaire à la source dans la mémoire de la chair. Je pense que les deux sont importantes. On peut travailler peut-être plus en physique avec le chamanisme, sur le corps physique, avec ses esprits, et plus en absolument. spirituel sur le bouddhisme. Comment vous Bah, faites? le chamanisme, il y a un côté très explosif et très rapide. C'est, comme je le dis dans le livre aussi, c'est un raccourci, le chamanisme. C'est-à-dire que ça va très vite. Et le bouddhisme, c'est plus l'approche de la méditation, c'est plus, pour moi, c'est vraiment mes fondamentaux au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un fond de méditation comme ça qui me permet de garder une sorte d'équilibre. Voilà. Et par-dessus le chamanisme, ce sont plutôt, il y a un côté un petit peu, c'est comme l'éclair, quoi. C'est comme la foudre qui tombe, hein. C'est-à-dire que ce sont des guérisons très rapides, ce sont des prises de conscience très rapides. Et le fait de rajouter une touche de bouddhisme, ça permet de mieux les digérer aussi. Mais si le chamanisme est, je dirais, en ce moment assez à la mode et il y a vraiment une montée très forte, plus forte que celle du bouddhisme d'ailleurs, quoi. Le chamanisme en ce moment est en train de revivre, de renaître. C'est parce qu'il y a cet aspect extrêmement rapide et extrêmement efficace, et aussi le lien à la nature. Et c'est ces choses-là dont on a besoin maintenant, parce qu'il y a une notion d'urgence aussi. Pour les situations d'urgence, le chamanisme, c'est bien. Et ensuite, par-dessus, le dharma du Bouddha vient terminer le travail en rajoutant de la clarté, etc. Ouais. Donc, un conseil, il y a un petit bonsaï sur votre bureau avec avec un Bouddha en méditation à côté. Non, faites un peu plus que ça, c'est clair. Mais c'est vrai que dans le chamanisme, on va aller se brancher aux arbres. On a l'impression aussi qu'on va soigner la nature et que la nature va nous soigner parce qu'il n'y a pas que l'homme humain qui est malade sur cette planète, il y a aussi la nature. Donc, Oui. c'est aussi une fusion avec la nature. Fusion, ça s'appelle tout simplement Fusion. C'est aux éditions Mama Édition, Bouddhisme et Chamanisme, un cœur à cœur spirituel de Laurent Huguelit, Huguelit. Vous avez un site internet www.outremonde.org. Qu'est-ce qu'on trouve sur outremonde.org? Ben, on trouve des informations sur le chamanisme et sur le bouddhisme. On trouve des liens sur. Alors, en 2021, j'ai fait un truc que je ne pensais jamais faire. J'ai créé deux chaînes YouTube, une chaîne personnelle, Laurent Hugli, dans laquelle je chante en pali, etc. Je donne des enseignements. Et une chaîne sur le jardinage. Je suis passionné de jardinage. Donc, on trouve aussi du jardinage sur outremonde.org. Et il y a les dates des stages, etc. Mais en ce moment, nous sommes en veille avec ma compagne, c'est-à-dire que notre programme de stage est complètement à l'arrêt. C'est volontairement, on a décidé d'observer ce qui se passe plutôt que de se jeter tête baissée dans l'action. Et ça faisait assez longtemps qu'on avait envie de faire une pause et de plutôt faire des choses artistiques, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les livres en ce moment et ma compagne est illustratrice, elle illustre mes livres. Donc, on est en train de travailler ces choses-là. Tout ça, oui, tout ça, vous le trouverez sur le site de l'Outremonde. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Laurent Huguelit? Je pense que le point le plus important, c'est que nous sommes soutenus. Voilà, on l'a dit plusieurs fois pendant l'émission,
qu'on soit dans une démarche spirituelle ou pas, qu'on croit à une religion ou à une spiritualité, ou qu'on soit quelqu'un de très rationnel, qu'on soit quelqu'un de très sceptique, ça n'a aucune importance. Mais par contre, de savoir qu'on est soutenu et que l'humanité, elle n'est pas seule dans ce passage qu'elle est en train de vivre et qu'elle est, entre guillemets, je dirais pas surveillée, mais on est sous contrôle, quoi. Et moi, ça me rassure de penser ça et je me dis qu'il va se passer de belles choses au final. Mais effectivement, quand on est dans le tunnel, c'est difficile parfois. Ouais, ouais. 2022, on en est sorti, ça fait beaucoup de deux, hein. Oui, ça fait beaucoup de deux. Ouais. Ça fait beaucoup de deux, effectivement. Je sais. Alors, est-ce qu'on va en sortir ou pas? Mais ça dépend que de nous, hein. C'est là justement que la population, ou ce qu'on appelle, moi je fais partie du peuple, hein, le peuple au sens noble du terme a son mot à dire et je pense que ça dépendra de nous. Mais je l'espère, oui. En tout cas, j'espère que 2022, ce sera une année où il y aura énormément de prise de conscience et de remontée, des choses qui vont remonter à la surface, des vérités, des choses qu'on doit savoir par rapport à tout ça. Donc, une année qui sera intéressante, ça c'est certain, en tout cas. Mm. En tous les cas, ceux qui avaient décidé de partir, restez avec nous, hein, sur l'antenne IDFM. Et puis dans cette année 2022, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Huguely. Avec plaisir, Merci. Joël. Merci.